c'est une métaphore qu'on retrouve. L'image des noces funèbres, alors c'est la rencontre plutôt avec la mort, qui est une forme d'épousailles, et tout ça, et il y a beaucoup de variations sur un motif chrétien, qui n'interprète plus dans le sens chrétien, mais dans un sens panthéiste. Oui, c'est le mysticisme en fait. Oui. Oui, Enfin, un mysticisme sans Dieu. Voilà, c'est ça. C'est l'étape suivante, disons. Donc ça transcende un peu le mysticisme religieux pour atteindre un mysticisme effectivement panthéiste ou carrément métaphysique. Mais vous pourriez peut-être développer point par point, parce que bon, tout ça c'est évident pour nous, mais pas du tout pour eux, vous savez. Donc peut-être reprendre un peu la liste, Moyen-Âge, les romans arthuriens, en expliquant, en partant du point de vue que tout ça, bon, vous savez, le Moyen-Âge n'est plus au programme, par exemple, dans l'enseignement secondaire, donc ils connaissent très très peu. Et puis alors, une série d'influences, et qu'est-ce que ça a donné dans Péléas peut-être, oui, hein? Oui, si vous j'ai donné l'exemple de Macbeth, oui, qui est présent dans la pièce à plusieurs niveaux. Vous avez déjà lu Shakespeare? Non. Non. Donc Macbeth. On peut le voir aussi, il y a d'excellents Macbeth. C'est pas très court. Macbeth c'est très court en plus. Oui, c'est très court, c'est assez brut, non, c'est vrai, c'est très condensé. C'est une pièce un peu brute, hein, parce que les pièces de Shakespeare, on les a souvent dans deux rédactions. Celle qui était destinée au théâtre, et puis une beaucoup plus longue qui prendrait 5 ou 6 heures sur le théâtre, et une rédaction qui est destinée plutôt aux amateurs de lecture de l'époque. C'est une lecture à conseiller parce que... Oui. L'exemple de Macbeth. Surtout le mettre en parallèle avec Donc, Péléas, c'est pas si vous prenez un peu Macbeth, donc l'ambitieux, ou en tout cas... Il y a un beau Macbeth d'Orson Welles, on oui. peut voir les films, il y a une adaptation japonaise extraordinaire du Kurosawa. C'est très difficile de voir Macbeth et de le lire. Mais il y a toutes sortes de motifs qui sont repris à Macbeth, oui. Celui des coups à la porte. Oui. Le sang sur le seuil, laver toute l'eau du déluge. Oui, c'est ça. Etc. C'est une citation de Macbeth aussi. Toute cette scène empruntée à Macbeth s'inspire surtout de cette scène du portier, dont il a déjà été question, une sorte d'intermède dans la pièce. Mais déjà pour Shakespeare, c'était quelque chose d'assez macabre. Ça s'inspire des jeux, des mystères médiévaux où on frappe à la porte des enfers. C'est une scène très ambivalente et c'est cette ambivalence. La même scène du portier sert aussi de modèle à la courte scène souvent incomprise de Ignold, oui. qui tente de soulever Hitler. Il y a des personnages de Macbeth dont Maeterlinck s'inspire, roi d'un camp pour Harkel. Quant à Harkel, lui, il renvoie à de vieilles légendes hollandaises. Si l'on regarde les sources, Harkel était un roi dont la capitale était l'embouchure d'une rivière nommée l'Alm, ce qui donne Almond en néerlandais. Et alors, Maeterlinck s'amuse à franciser ça et ça fait Allemonde, ce qui fait un mot français à la musicalité assez envoûtante, du roi d'Allemonde. Donc là, c'est un mot français, francisé, et ça renvoie à un mot plutôt néerlandais, francisé, qui renvoie à tout un univers légendaire qu'il a exploré au moment où il écrivait une pièce précédente, La princesse Malène. Peut-être sur les sources médiévales, je peux peut-être leur expliquer un peu en fait en quoi finalement cette littérature médiévale, par quoi elle se caractérisait et en quoi elle se reflète dans la pièce. Oui. Si la littérature médiévale, c'est le plus au programme, ce serait peut-être bon d'expliquer. Oui, mais c'est un Moyen-Âge perçu à travers les réécritures du XIXe siècle.
principalement Tennyson. Un des grands cycles de l'époque, à côté de la tétralogie de Wagner, Lord du Rhin, Valkyrie, Siegfried, Crépuscule des dieux, c'est les idylles du roi de Tennyson, qui raconte la décadence du royaume du roi Arthur, un royaume mythique situé autour de l'an 1000, à la suite de la faute de Lancelot qui a couché avec la femme du roi, Guenièvre. Vous connaissez un peu les légendes du roi Arthur? Ça vous dit quelque chose? Vous avez sans doute déjà vu des adaptations, des films. Ça vous dit quelque chose? Il y a beaucoup d'excellents films comme Excalibur de Borman. Alors ce que Maeterlinck emprunte à ce Moyen-Âge revu par la poésie anglaise, c'est par exemple le décor du château au corridor inextricable. Et ces châteaux construits, le château du roi Arthur, Camelot, est précisément construit au-dessus d'une source empoisonnée, des eaux souterraines, menacées, minées. Et ce vieux monde qui est en train de se détruire, c'est une image du monde du 19e, florissant en apparence, mais dont Maeterlinck, comme Wagner, espère la disparition, la révolution, pour céder la place à un monde où ce ne serait plus les valeurs de l'argent, du pouvoir qui dominerait. Donc il y a un côté utopique, on n'est jamais sorti. Oui. Ça n'a fait qu'empirer. Mais donc vous voyez déjà au 19e siècle, il y avait un intérêt de la part de certains écrivains, et pourtant Maeterlinck provient quand même de la grande bourgeoisie, oui. donc c'est quand même pas quelqu'un qui au départ devait lutter pour se faire une place au sein de la société, elle lui était déjà donnée. Et par rapport à sa vie, c'est quand même quelqu'un qui était né vraiment du bon côté de la barrière, on va dire. Mais malgré ses parents étaient riches, hein. Son père était rentier, mais lui, comme mauvais avocat, il avait fait des études de droit, il pouvait tout juste compter sur des petites affaires de paysans qu'il traitait en néerlandais d'ailleurs, qui lui rapportaient presque rien. Sa grande ambition, c'était de devenir juge de paix, pour avoir un revenu fixe. Et ça lui a été refusé. Après la publication de Serre Chaude, de Francis Malène, ils ont été perçus comme les créations d'un fou, absolument inapte à exercer une carrière de magistrat. Et donc vous voyez qu'il y avait malgré cela, une préoccupation finalement, parce que quand on lit, bon, vous avez lu Péléas, mais si on en lit d'autres, on a l'impression qu'il s'agit de quelqu'un de complètement déconnecté passéiste, de la réalité. oui. Ce qui n'est pas le cas. Ce qu'il est en partie. Non, en partie, mais il se sert de l'image du passé pour contester le présent et envisager peut-être un avenir meilleur. Donc ça c'est intéressant, je pense que c'est une dimension aussi qui est intéressante qu'on ne perçoit pas forcément de prime abord dans la lecture de Péléas, puisqu'on a l'impression effectivement de se retrouver, mais si vous lisez d'autres œuvres de Maeterlinck, vous aurez sans doute aussi cette même impression. Donc on a l'impression effectivement de se retrouver face à une œuvre qui quelque part idéalise un certain passé irréel, puisque c'est une recréation, comme tu l'as bien expliqué, c'est une recréation, finalement une lecture du Moyen-Âge qui est déjà passé par le filtre de cette vision romantique ou romantisante du 19e, sur lequel lui va proposer, à partir de laquelle lui va proposer sa propre vision d'un monde idéalisé, marqué par le destin, comme tu l'as dit dans le cas de Péléas, on le voit très, très bien. Mais cela n'empêche qu'effectivement, en deuxième ou troisième, même quatrième plan, on a cette espèce de contestation sociale, si je puis dire, d'une société dans laquelle Maeterlinck, quelque part, a une place, même si c'est un avocat quelque peu médiocre, on peut dire. Mais il a des espoirs. Mais voilà. Mais il va commencer à être riche à partir de la mort de son père, hérité en 1907. Il va plutôt s'acheter une voiture. C'était sa grande passion à côté de la littérature. La voiture, la motocyclette et le vélo.
Donc vous voyez, là aussi ça démythifie un peu le personnage. Hein. Imaginez que Maeterlinck à son époque était passionné de bolides. Hein, ça contraste un peu avec l'écriture. On met toujours un vêtement de sport. Alors voilà.